Bonjour à tous. Donc on a réalisé une enquête de pratique au sein des membres de la Lyon School et aussi au sein des orateurs français et internationaux de ce congrès. Il s'agissait d'une enquête portant sur 43 chirurgiens orthopédistes, dont 30 membres de la Lyon School et 13 orateurs, dont 6 français et 7 internationaux. L'âge moyen était relativement jeune puisque 70% des chirurgiens avaient moins de 50 ans. Et la répartition entre l'activité privée et l'activité publique ou mixte était répartie comme vous le voyez ici. C'était des chirurgiens bien sûr qui avaient une expérience importante dans la ligamentoplastie. Plus de la moitié faisait au moins 100 ligaments par an et un quart plus de 200, avec une particulière spécificité pour les orateurs internationaux qui sont évidemment très spécialisés, d'où leur présence. Évidemment, pour le caractère ambulatoire de la chirurgie, il n'y avait plus de question. Plus de 80% pratiquaient systématiquement les croisés en ambulatoire, et certains, notamment à l'international, se basaient plus sur des facteurs de risque liés aux patients pour éventuellement les garder hospitalisés une nuit. Pour les anticoagulants, ce qu'on voit, c'est que 50% des chirurgiens ne les utilisent pas de manière systématique, et 30% les utilisent uniquement en cas de facteurs de risque de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Lorsqu'ils sont utilisés, le produit principalement prescrit est l'héparine de bas poids moléculaire, mais on constate quand même que les anticoagulants oraux occupent une place qui augmente dans les prescriptions, et puis surtout à l'international, les antiagrégants plaquettaires peuvent être utilisés. En termes de cryothérapie, beaucoup de chirurgiens, plus de 80%, utilisent systématiquement une cryothérapie compressive, qu'elle soit active ou passive. Et puis, par contre, plus personne quasiment n'utilisait de drain de manière systématique. En termes de professionnels impliqués dans le suivi du patient, tous les chirurgiens ont déclaré confier leurs patients à des kinésithérapeutes de ville plutôt qu'à un centre de rééducation de manière systématique. Et dans le suivi médical, 75% des chirurgiens de la Lyon School faisaient le suivi chirurgien associé à un médecin du sport. C'était une proportion un petit peu moindre dans les autres orateurs, avec pour les chirurgiens internationaux une spécificité qui est le recours à un assistant médical, parfois pour le suivi. En termes de délai de consultation post-opératoire, on avait à peu près tous les délais qui étaient représentés, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les patients étaient revus précocement et parfois plusieurs fois dans les 6 semaines post-opératoires. L'ATEL, on en a parlé un petit peu plus tôt. Au sein des membres de la Lyon School, 50% des chirurgiens l'utilisent systématiquement, tandis que 40% l'utilisent jamais. Le reste font en fonction soit des gestes associés réalisés, soit en fonction des facteurs de risque. Les orateurs français et internationaux non membres de la Lyon School l'utilisent toujours dans 25% des cas seulement et jamais dans 40% des cas. Donc on a là-dessus aussi un consensus à faire. En termes de amplitude articulaire, l'extension, elle était très souvent l'objectif principal en post-opératoire, avec quand même parfois une frayeur sur l'hyperextension. Et le récurvatum, notamment quand il était présent de manière contralatérale, n'était pas systématiquement recherché. En termes de flexion, pour une reconstruction isolée du LCA, les membres de la Lyon School globalement cherchaient une flexion maximale, mais se méfiaient de la flexion maximale en charge sur les squats profonds, tandis que les orateurs, notamment internationaux, ne limitaient pas la flexion, y compris en charge. En cas de réparation méniscale associée, on avait une répartition équivalente, 60% dans les deux groupes, de limitation de la flexion à 0,90. Et puis après, on avait une répartition à peu près homogène de limitation à 0,120 ou simplement de limiter les squats ou aucune limitation. En termes de réhabilitation et de protocole post-op, tout le monde prescrivait un protocole détaillé pour les kinésithérapeutes, mais aussi pour les patients, pour faire de l'autorééducation, que ce soit sous forme d'une ordonnance détaillée dans la majorité des cas ou avec l'utilisation de nouvelles technologies et de vidéos ou d'applications sur smartphone pour que le patient se rééduque par lui-même. Concernant l'appui, on en a un petit peu parlé aussi. Évidemment, dans les LCA isolés, la plupart donnent un appui complet, plus ou moins protégé par canne, mais certains se méfient, notamment s'il y a des facteurs de risque de rupture, l'hyperlaxité, la pente tibiale élevée, de donner un appui seulement partiel.
En cas d'association d'une réparation méniscale, on retrouvait 35% des membres de la Lyon School qui donnaient l'appui complet, quel que soit le type de lésion, et 30% qui ne donnaient pas l'appui complet en cas de lésion radiaire ou de racine. Pour l'utilisation de l'isocinétique, elle était utilisée dans plus de 80% des cas, que ce soit pour la rééducation ou pour les tests avant le retour au sport. Enfin, un petit mot sur la raideur. La mobilisation sous anesthésie était assez peu utilisée, notamment sur les membres de la Lyon School qui craignent la manipulation sur un genou natif. Mais quand c'était le cas, elle était réalisée assez précocement, avant 3 mois. En ce qui concerne l'arthrolyse arthroscopique, elle était un petit peu plus souvent réalisée, mais souvent après 3 mois. Donc en conclusion, on a des différences entre les chirurgiens français et étrangers, mais aussi entre les membres de la Lyon School et les autres écoles de chirurgie. On n'a pas d'attitude encore commune sur l'ATEL, sur les anticoagulants post-opératoires, sur la flexion limitée ou pas après réparation méniscale, notamment en cas de roots et lésions radiaires. Et même chose pour l'appui complet ou pas. En cas de raideur, est-ce qu'il faut faire des mobilisations sur genou natif? Et puis enfin, on n'a pas évoqué dans ce questionnaire, mais on pourrait en parler, les différents protocoles en fonction de la greffe utilisée. Je vous remercie.